Bonjour mes amis, alors aujourd'hui épisode très dense parce que c'est la vidéo que je vous avais promise, la vidéo post-électorale. Alors, s'attendre au pire, espérer le meilleur, ça c'est un petit peu le titre que je me suis donné parce que c'est exactement la fin de ma vidéo de la semaine dernière lorsque je vous donnais l'ambiance, enfin mes pronostics et l'ambiance de fin de campagne. Et effectivement, bon bah je me suis trompé dans la, la magnitude de la triche par les démocrates. Hein. Il n'y a pas eu de triche massive, et c'est tant mieux. Il y a eu probablement des triches ici ou là, mais apparemment le Parti républicain a fait des efforts pour surveiller les élections. Donc il y avait des moniteurs, il y avait des volontaires et il y avait aussi des avocats. Donc il y a eu quand même une présence assez forte sur le terrain pour surveiller les opérations de vote. Eh ben tant mieux, moi je suis très content. Alors cette vidéo va se diviser en trois parties. D'abord il y aura une introduction, ensuite je vais parler des résultats de l'élection avec quelques commentaires. Je vais parler du programme de Trump parce qu'on en a très peu parlé. Et ensuite je vais évoquer ce qui pourrait se passer entre le 5 novembre. Alors, cette vidéo est enregistrée le 7 novembre, donc voilà, entre le 5 novembre et le 20 janvier 2025, date de prestation de serment de Trump. Voilà, les hypothèses, etc. Alors, en introduction, alors d'abord, vous voyez, je me suis mis en noir. Alors, c'est un clin d'œil ou plutôt un doigt d'honneur aux dames qui font une, euh, une émission à la télévision qui s'appelle The View. Alors, il y a Whoopi Goldberg, l'ancienne actrice, et tout un tas de dames d'un certain âge qui évidemment détestent Trump. Et donc, elles sont démocrates et elles se sont mis en deuil le lendemain de l'élection. Moi, ça m'a fait rire parce que c'est comme si c'était la fin du monde pour eux. Mais vous verrez, c'est assez drôle de voir un petit peu les réactions des gens. D'ailleurs, je vous engage à regarder sur Twitter ou sur Internet, YouTube, etc. Toutes les vidéos de gens qui postent ça. C'est assez lamentable et pathétique. Alors, premier point. Alors, vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé des paris et la manipulation qui a eu lieu dans les dernières heures dans les dernières heures précédant l'élection et selon lesquelles les paris avantageaient beaucoup plus Kamala que Trump, qui était auparavant en avant, devant Kamala dans les pronostics, dans les prévisions de victoire. Donc, alors, qui a fait ça? On le saura peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il est certain qu'il y a eu une manipulation. C'est des contrats on appelle ça des forecast contracts. Ce sont des contrats de paris qui sont très populaires aux États-Unis depuis très récemment, depuis à peu près un an et demi. Et cette élection, ce cycle électoral a été propice à ce genre de produits financiers, je dirais, parce que je sais pas si c'est vraiment des produits financiers, c'est plutôt comme un peu de la loterie. C'est un peu hybride, voilà. Donc il y a des gens qui en ont profité pour faire de l'argent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parié 30 millions sur Trump et donc qui en a gagné 50. Bravo. Mais il y en a d'autres qui ont parié sur Kamala et qui ont perdu et qui ont fait exprès au dernier moment pour influencer euh, les votes et peut-être pour démoraliser les électeurs de Trump, pour leur dire bah, c'est fini, c'est plié, ne vous déplacez pas. Bon. Ensuite, il y a eu un autre événement qui a été terrible et qui a peut-être fait basculer l'élection. Je dis peut-être, je n'en sais rien, mais c'est possible. C'est un raid qui a eu lieu par les autorités new-yorkaises, alors l'État de New York, pas la ville, et ils ont fait un raid dans une maison de gens qui recueillaient des animaux blessés qui pouvaient pas retourner dans la vie sauvage parce qu'ils avaient un handicap. Alors, il y avait un écureuil qui s'appelait Peanut et puis un raton laveur qui s'appelle Fred qui ont été saisis sur dénonciation par les autorités new-yorkaises. Ils sont rentrés en force avec des armes, etc. Ils ont saisi les animaux et ils les ont euthanasiés. Voilà. Et ils les ont soi-disant testés pour la rage. Bon, alors que il y a plein de vidéos qui montrent que ces animaux étaient absolument adorables et inoffensifs.
Donc ça a beaucoup choqué pour deux raisons. La première, c'est que ils ont utilisé quand même la force et la violence. Et ça, en général, les Américains n'aiment pas trop. D'ailleurs, personne n'aime, mais particulièrement les Américains. Et deuxièmement, surtout dans un État comme New York où les gens n'ont pas d'armes en général. Parce que quand ça se passe dans un État où les gens sont armés, c'est un peu plus compliqué pour les autorités. Ensuite, l'euthanasie, c'est-à-dire ils ont tué les animaux sans raison valable, soi-disant l'écureuil aurait mordu quelqu'un alors qu'ils avaient des gants spéciaux. Bon, bref, tout ça c'est outrageux et cruel et inhumain. Donc voilà, donc ça a peut-être fait basculer les gens. Alors ensuite, il y a eu un troisième point, c'est les insultes. Hein, je vous l'avais dit, Biden a traité les électeurs de Trump de poubelles. Enfin bon, il y a eu énormément, les petits mots genre Hitler, nazi, etc. D'ailleurs, je continue à en voir sur les réseaux sociaux. C'est assez fun. Bon, et ridicule, bien sûr. Euh, et le dernier point, c'est la place d'Elon Musk et de Tucker Carlson et d'autres personnalités dans la campagne de Trump, surtout jusqu'au dernier moment, puisqu'en fait, Trump a fait campagne jusqu'à la nuit du 4 au 5. Hein. Il n'y a pas de réglementation particulière aux États-Unis, comme c'est le cas en France, par exemple. Donc voilà, c'était aussi symbolique. Il y a des gens comme Joe Rogan, qui est un podcasteur très connu, qui a affirmé son soutien à Trump, je crois, quelques heures avant la fin du 4 novembre. Bon, au cours d'une interview avec Elon Musk d'ailleurs. Alors bon, est-ce que c'est Elon Musk qui a convaincu Joe Rogan de soutenir Trump? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant. C'est des personnalités que j'évoquerai plus tard parce que je pense que ça va être quelque chose de très nouveau. Voilà. Alors, les résultats de l'élection et mes commentaires. Alors, le budget de la campagne de Kamala, ça a été plus d'1 milliard de dollars. Une somme monstrueuse. Et malgré ça, elle s'est arrangée pour faire 20 millions de dettes, ce qui montre une gestion lamentable de son budget. Et d'ailleurs, c'est à l'image de l'économie du pays aujourd'hui. Voilà, merci Kamala et les démocrates. Trump, quant à lui, avait un budget de 400 millions environ. Donc, c'est environ 2 fois et demi moins. Donc, c'est quand même pas une campagne rentable pour les démocrates, mais au diable l'avarice. Alors, au total, donc pour toutes les élections, les dépenses en publicité ont été de l'ordre de 10 milliards de dollars. Donc, les démocrates ont dépensé plus de 5 milliards, alors que les républicains ont dépensé environ 4 milliards. Donc, on voit les dimensions. Quand vous comparez ça avec les budgets en France, c'est extrêmement différent. Alors, les démocrates ont la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir de gros donateurs. Et ça reflète aussi l'électorat élitiste des démocrates, et ça j'en parlerai plus tard. Alors, les résultats, bien sûr. Alors, Trump a remporté 295 votes, electoral votes, c'est-à-dire des grands électeurs, alors que Kamala en a remporté 226. Ça, c'est pas les chiffres officiels. Et je vais expliquer pourquoi. C'est sûr que c'est Trump qui a gagné. Trump a aussi gagné le vote populaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en nombre de voix, Trump a remporté environ 73 millions de voix, alors que Kamala en a remporté 68 millions. Alors, il faut que j'explique pourquoi je parle de vote populaire. Parce que, aux États-Unis, alors je l'avais expliqué dans une vidéo antérieure, précédente plutôt qu'antérieure, le système américain, les gens votent, les électeurs votent, non pas directement, mais ils votent par l'intermédiaire de grands électeurs qui eux-mêmes ont mandat de voter en fonction du résultat final des électeurs eux-mêmes. Donc si par exemple en Pennsylvanie, il y a plus de 50% des électeurs qui ont voté pour Trump, alors tous les grands électeurs de Pennsylvanie doivent voter pour Trump, et ça aura lieu au mois de janvier à Washington DC. Donc il y a une réunion des grands électeurs et le vote a lieu à ce moment-là. Un deuxième vote a lieu à ce moment-là, je dirais. Voilà.
Et le vote populaire, c'est quelque chose qui est théorique parce qu'évidemment, je viens de l'expliquer, on peut avoir plus de 50% dans des États et remporter tous les grands électeurs. C'est pas, il y a pas de proportion, sauf je crois le Nebraska et le Maine, mais c'est anecdotique, c'est des petits États avec des petites populations parce que les grands électeurs sont proportionnels à la population. Voilà, donc les grands États, Californie, New York, Floride, Texas, ont beaucoup plus de grands électeurs que le Vermont, le Maine, etc., etc. Le Nebraska, bon. Et donc les démocrates font toujours une grande, un point d'honneur à dire que oui, nos candidats démocrates remportent le vote populaire, mais pas les grands électeurs. Le système des grands électeurs est injuste, il faut le réformer. Bon, quand ça les arrange, ils disent ça, mais sinon, c'est un système qui leur va très bien. Bon, donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'indiquer que Trump a remporté non seulement les grands électeurs, il en fallait 260, il en a eu 295. Non, qu'est-ce que je raconte? 260 ou 270? Oh, là, j'ai un blanc là. Bon, peu importe. Et je crois que c'est 260. Et il en a 295, alors que et il a aussi le vote populaire. Donc ça, c'est très important. 260, c'est ça, 260. Donc il y a alors quand je parle de vote définitif ou provisoire, alors pourquoi? Parce qu'il y a deux États qui n'ont toujours pas comptabilisé définitivement tous les votes, le Nevada et l'Arizona. Alors vous vous souvenez que dans ces deux États qui sont considérés comme des swing states, des États pivots, on a eu déjà des problèmes en 2020 et là on a encore des problèmes avec ces deux États. La Floride, l'État où je vis, qui est le troisième État le plus peuplé des États-Unis, a donné ses résultats définitifs quelques heures après la fermeture des bureaux. Donc les bureaux en Floride ont fermé à 7 heures du soir. En tout cas, le mien a fermé à 7 heures du soir. Et les résultats sont tombés quelques heures après. Voilà. Donc un État comme la Floride est capable de faire ça, alors que des États moins peuplés comme le Nevada et l'Arizona en sont incapables, dont acte. Alors, le Sénat. Alors, vous savez que le Sénat américain est important, parce que c'est par le Sénat qu'on nomme les juges à la Cour suprême, les membres du cabinet, c'est-à-dire les ministres et certains fonctionnaires, notamment les ambassadeurs. Donc là, les républicains ont il y a 100 sénateurs, mais c'est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Voilà. Donc c'est pas tous les sénateurs qui ont été renouvelés, mais là les démocrates avaient la majorité au Sénat et maintenant c'est les républicains. Ils ont 52 sénateurs, donc ils ont gagné 3 places, 3 sièges si vous voulez, alors que les démocrates ont perdu 3 sièges et ont 45 sénateurs. Donc là la majorité elle est claire et c'est très important pour Trump. Ensuite, ce qu'on appelle la House of Representatives, c'est-à-dire la Chambre des représentants. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors les républicains ont 210 voix, donc ils en ont gagné 2, alors que les démocrates en ont 196, mais c'est provisoire. Pour avoir la majorité à la Chambre, il faut 218 sièges, pour un parti, bien sûr. Donc on attend le dépouillement pour d'autres États. Alors probablement, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'Arizona, le Nevada, mais il y a aussi, je crois, l'Alaska. Enfin, il y a d'autres États qui n'ont pas encore reporté leur, leurs résultats définitifs. Donc on va attendre. Alors, pour les commentaires. Alors évidemment, on voit que les démocrates sont en déconfiture totale. On peut voir que faire campagne sur le droit à l'avortement et le wokisme, c'est pas une bonne idée, et c'est un euphémisme. Ensuite, Trump s'est entouré cette fois-ci de gens avec des profils très variés. Elon Musk, je l'ai évoqué tout à l'heure, Robert Kennedy Jr., qui est le fils de Robert Kennedy, qui a été assassiné, et qui est le neveu de John Fitzgerald Kennedy, qui est hyper célèbre, bien sûr. Tulsi Gabbard, qui est une ancienne démocrate, qui est passée à droite. Bon, et ce sont des gens qui ont pas forcément une affinité d'extrême droite, comme diraient les journaleux français, mais ce sont des gens qui, comme Trump, sont des modérés.
Trump est un modéré. C'est un ancien démocrate. Il n'est pas du tout républicain hardcore. Il est plutôt, même plutôt modéré. Mais c'est ce qui explique que peindre Trump comme un nazi ou un fasciste, c'est une idiotie totale. Voilà. À bon entendeur, salut. Euh, Ensuite, Trump est quelqu'un de transactionnel. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, c'est comme ça. Ça veut dire que pour lui, peu importe son origine, ses idées anciennes, etc., du moment qu'on est la bonne personne au bon endroit au bon moment, eh ben, on peut faire partie de l'équipe de Trump. Pourquoi? Parce qu'il veut des gens efficaces et productifs, des gens qui vont faire du bon boulot. Et donc, c'est une approche de businessman. Voilà, tout simplement. Plutôt que d'avoir des politicards qui vont placer leurs copains, ou alors pour des raisons de symbole. Par exemple, ministre de la Santé, on met un trans. Bon, enfin, il n'y a pas besoin de ça. Il faut mettre quelqu'un de compétent. Bon, le trans n'était pas vraiment compétent, mais bon, mais ça c'est une autre histoire. Euh, Bref, alors, un des problèmes principaux qui ont poussé les gens à voter Trump plutôt que Kamala Harris, eh ben, c'est l'économie. Hein, comme disait Clinton, it's the economy stupid. Ben oui, c'est ça. Ben voilà. Donc, en particulier l'inflation. Hein, vous savez que j'ai fait des vidéos sur l'inflation. L'inflation est terrible aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un commentateur démocrate de gauche qui a dit, ouais, le beurre est à 3 dollars, même quelquefois dans certains magasins à 7 dollars, le paquet de beurre. Et donc les gens sont très sensibles à ça. Donc c'est pour ça ils ont préféré voter pour Trump plutôt que pour Kamala Harris parce que c'est une catastrophe. Alors, les gens n'en peuvent plus. C'est voilà. Alors que les démocrates, eux, ont ciblé les femmes, euh, alors que en disant, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant oui, vos droits à l'avortement sont menacés, ça va être la Servante écarlate, hein, la célèbre série, et le célèbre livre dystopique où les femmes sont simplement destinées à la reproduction. Bon, bref. Donc ça, c'est un fantasme encore de démocrates. Eh ben, les femmes, elles font plus souvent les courses, donc elles savent ce que valent les choses à cause de l'inflation, plutôt que d'aller à la clinique pour se faire avorter. Ça, c'est certain. Voilà. Donc ça, c'est une petite pichenette à des gens qui sont trop idéologiques. Voilà, il faut être concret quand on fait une campagne électorale. C'est ce qu'a été notre ami Trump. Alors, à part les femmes blanches éduquées, sans enfants, les autres femmes n'ont pas voté pour Kamala Harris. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de reports de voix démocrates vers Trump. Voilà. En général, c'est vrai, les femmes sont plutôt, en général, pas toutes, mais les femmes sont plutôt à gauche. Et, euh, et c'est pour ça que là, ça a changé un petit peu. D'ailleurs, aparté, c'est la même chose pour les latinos et les hommes noirs. Il y a eu plus d'hommes noirs qui ont voté pour Trump que d'habitude, et les latinos ont massivement voté aussi pour, hommes et femmes d'ailleurs, ont voté pour Trump. Alors, on s'attendait donc à une victoire de Kamala Harris pour des raisons diverses. Alors, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo précédente, j'étais persuadé qu'il y aurait une triche massive. Elle n'a pas eu lieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors pour des gens comme Jacques Attali, j'ai adoré ça. L'hypothèse d'une victoire de Trump n'a jamais été envisagée. Alors je ne sais pas pourquoi, mais si on ne peut pas considérer que le peuple américain puisse voter indépendamment et en toute connaissance de cause, bon, alors c'est vrai qu'on prend généralement les Américains pour des cons, et bon, libre aux Européens de les prendre pour des cons, mais ils sont pas si cons que ça finalement. Personnellement, je vis aux États-Unis depuis 22 ans et j'ai pas rencontré beaucoup de cons aux États-Unis. Plutôt des gens intelligents. Mais enfin bon. En tout cas, qui ont les pieds sur terre. Ce qui vaut plus que de l'intelligence quelquefois. Alors, les jeunes électeurs 18-29 ans ont plus voté pour Trump en 2024 qu'en 2020. Donc là encore, je parle du report de voix. Idem pour les 30-44 ans. Alors, il y a une explication, c'est que les parents de ces gens-là, donc qui sont des générations X, comme moi,
Alors, parce que oui, j'ai des enfants qui sont entre 18 et 29 ans. Eh ben, notre génération est beaucoup plus à droite que la génération précédente, c'est-à-dire les boomers, mes parents. Et on n'hésite pas à parler et à alerter nos enfants des dangers du communisme, du socialisme et du wokisme. Donc peut-être que ça a fini par germer dans leur tête d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos de ça. À propos de ça, j'ai un copain new-yorkais, américain, américain à 100%, qui m'a écrit hier, qui m'a envoyé un petit texte très gentil, qui m'a dit, tu sais, bon, je suis content du résultat, etc. Et on se connaît depuis longtemps, hein, et on avait déjà parlé en 2016 des élections, puisque Trump a été élu en 2016. Hein. D'ailleurs, on s'est rappelé, qu'on a voté 3 fois pour lui. Ça fait la 3e fois qu'on vote pour lui. Et lui, il me dit, tu sais, je dois te remercier parce que en 2016, on avait beaucoup discuté sur la politique, etc. Oui, parce que les Américains parlent politique aussi. Hein. Ils parlent pas que d'argent. Et en fait, ils parlent rarement d'argent. Et ils parlent plus volontiers de politique quand ils sont intéressés par ça. Et donc, il me disait merci de m'avoir un petit peu ouvert l'esprit. Bon, moi, je pense qu'il avait déjà fait le chemin. C'est un ancien prof d'histoire. Bon, un mec de gauche. Il a été démocrate toute sa vie et à la soixantaine, hein, il est plus âgé que moi. Il a découvert que probablement les démocrates, c'était pas forcément une bonne chose. Et donc, il m'a remercié. Je lui ai dit, bah, tu sais, moi, je ne fais que parler avec les gens naturellement. Je dis ce que je pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. C'est pour bon, si quelqu'un est intéressé et peut peut-être changer de perspective, bah, j'aurais gagné pas grand-chose personnellement, mais cette personne aura gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. Et j'en suis très fier et très content. Voilà. Donc c'était sympa. C'est un texte qui m'a fait beaucoup plaisir. Et voilà. Et c'était intéressant et chaleureux, voilà. Euh, alors, euh, alors il y a un thème qui va en fâcher certains, c'est qu'on a comparé les nombres de voix exprimées en 2020 par rapport au nombre de voix exprimées en 2024, et il y a 15 millions de voix qui se sont évaporées. Alors, les 15 millions de voix, évidemment, ont été chez Biden. Bon, alors, où sont passés ces 15 millions de voix? Je sais pas. J'ai un graphique, je vous l'inclus dans la vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Regardez, alors c'est vrai que par rapport à 2020, il y a une petite baisse du nombre de voix de Trump pour Trump. Alors est-ce que la triche de 2020 a été faite un petit peu pour Trump par les démocrates pour montrer que bon, il avait quand même eu bénéficié de quelque chose, je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai parlé avec quelqu'un que je connais à la gym et il m'a dit, tu sais, un Américain aussi, et il m'a dit, tu sais, 2020 c'était particulier, le Covid, etc. On n'a rien pu voir. Il y a eu beaucoup de votes par correspondance qui étaient bidons, etc., etc. Donc la triche était totalement permise parce qu'on est impossible à vérifier parce que justement il y avait les restrictions Covid, etc. Et effectivement, je crois il a raison. Donc voilà. Donc regardez le graphique, étudiez-le et vous allez voir, c'est intéressant. Euh, alors, Kamala Harris a refusé. Ça aussi, c'est quelque chose qui a peut-être poussé les gens à voter Trump. En tout cas, à pas voter Kamala. Elle a refusé de prendre comme vice-président hein, sur son ticket. Elle a pris un type bizarre du Midwest, qui est le gouverneur je crois qu'il est gouverneur du Minnesota, si ma mémoire est bonne. De toute façon, je suis jamais allé là-bas. Je vais pas dire que je m'en fous, mais bon, presque quoi. Enfin, et donc c'est un type assez bizarre qui faisait des discours bizarres, qui avait des positions bizarres. Enfin, regardez les vidéos de Tim Walz, c'est très 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 bizarre.
Les démocrates sont bizarres. Bon, et donc elle a refusé de prendre comme VP, comme vice-président sur son ticket le gouverneur Shapiro, qui est le gouverneur de Pennsylvanie, parce qu'il était juif. Alors ça me permet de vous parler de quelque chose de très particulier. Ça a envoyé déjà un signal très négatif à l'électorat juif, qui est pas très important au total. Hein. C'est un électorat d'à peu près 5-6 millions d'habitants, donc je sais pas combien il y a de gens qui peuvent voter parce qu'il y a les enfants, etc. Donc bon, mais peu importe. Eh bien, ça fait quelque chose dans certains États ou dans certains départements, on appelle ça des counties, où il y a une forte population juive et qui a voté un petit peu plus, un tout petit peu plus pour Trump que d'habitude. Alors par exemple, à New York. Alors il n'y a pas d'impact parce que New York, Kamala Harris a remporté tous les grands électeurs, mais n'empêche qu'on peut voir la différence. Là où il y avait des grosses communautés juives, notamment Brooklyn, le Bronx, un petit peu Manhattan, etc., on a vu un fort pourcentage du vote juif, ce qui était intéressant. Malheureusement, en moyenne, les juifs américains ont voté à environ 80%. Alors, certains disent 75, d'autres 79. Bon, on vérifiera ça, mais je pense que c'est plutôt ça. Ce qui est un petit peu mieux d'habitude, c'est plutôt 90%. Donc, ça a pu avoir un effet sur Trump dans certains États ou dans certains comtés. Bon. Alors, c'est un vote bizarre parce que il y a l'antisémitisme qui est en hausse depuis le 7 octobre. Les démocrates n'ont rien fait de spécial pour le juguler, notamment dans les médias, dans les universités et dans la rue, où il y a des manifestations pro-palestiniennes assez violentes régulièrement, des agressions contre des juifs orthodoxes, etc., etc. Donc ça a pu être aussi un élément important. Alors par contre, Kamala a très bien performé chez les riches. Alors, ça c'est petit clin d'œil pour Monsieur Hollande ou Monsieur Mélenchon qui gagne plus de 100 000 dollars par an. Oui, on considère que les gens sont riches quand ils gagnent plus de 100 000 dollars par an. Voilà, bon, quand vous connaissez les prix à Miami ou à Manhattan, c'est pas grand chose. Bref, les gens qui ne pratiquent pas de religion, donc les gens qui sont athées, les gens qui ne fréquentent pas des lieux de culte, alors ils sont pas forcément athées, mais ils sont pas pratiquants. Enfin, oui, c'est ça. Je me suis mal exprimé, mais bon, vous me comprenez. Les diplômés d'université, comme quoi être diplômé d'université, c'est pas un gage d'intelligence. Alors c'est ce qui explique la perte des électeurs hispaniques et des travailleurs pour le Parti démocrate, qui est devenu donc le parti des riches, des non-religieux, et qui est un parti élitiste hors sol. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc en fait, Trump a eu le génie de renverser complètement. Donc les républicains avaient cette réputation avant, et maintenant les républicains c'est le parti des travailleurs, voilà, et des masses laborieuses, comme disait plutôt Georges Marchais ou Henri Krasuki, de mémoire bénie. Alors, Trump, donc, lui, au contraire, a bâti sa campagne autour des classes laborieuses, donc, et il s'est donné pour mission de faire un gros doigt d'honneur, pardon, et c'est comme ça qu'il faut le dire, aux élites des deux partis. Oui, aux élites démocrates et aussi aux élites républicaines, ce qu'on appelle les rhinos, Republican in name only, c'est-à-dire des gens qui, en fait, ont exactement le même mode de vie, ils vivent dans les mêmes quartiers que les démocrates riches. C'est blanc-bleu et bleu-blanc. C'est exactement la même chose. Donc, on peut dire que le vote Trump, c'est une révolte populiste de masse. Et ça va avoir des répercussions dans le monde entier, surtout en Europe et peut-être en Amérique latine. On a vu que Javier Milei en Argentine a été très 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 bon là-dessus. Mais on va voir d'autres choses comme ça dans le monde probablement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est le peuple qui récupère le pouvoir hein, par rapport à une élite qui l'a capturé et qui l'a trusté, c'est-à-dire qui l'a monopolisé à son profit. Une caste de voleurs et de gens méprisants vis-à-vis du peuple. Alors, il y a eu de nombreux incidents le jour du vote, mais heureusement il y avait des moniteurs. Notamment, il y avait ça j'en ai pas parlé. Il y avait un comté en Pennsylvanie où il y a eu des problèmes avec les machines à voter. Donc ça j'en ai parlé la dernière fois. Et il y avait des avocats sur place, républicains. Il y avait des moniteurs qui disaient aux gens restez en ligne ou revenez. Et le vote. Et ils ont eu
ils ont eu une décision d'un juge immédiatement qui a ordonné aux autorités locales de maintenir l'ouverture du bureau de vote jusqu'à 10 heures du soir au lieu de 8 heures. Donc ça a permis aux gens d'aller de 2 heures de plus pour aller voter. Alors s'il n'y avait pas eu d'avocat ou de moniteur du Parti républicain, on n'aurait pas eu ça. Bon, évidemment, il y a eu le challenge des votes sans pièce d'identité, bon, mais ça, le problème, c'est la loi dans certains États, notamment Californie, New York, pour pas les nommer, mais il y a eu aussi bon, des gens inscrits sur les listes qui n'avaient aucune raison de l'être, euh, par exemple les illégaux ou les gens qui sont pas encore citoyens américains. Pour vous donner une idée, le jour du vote, quand je suis allé voter, avec ma famille, donc on est allé au bureau de vote, on rentre dans un bâtiment, on monte sa pièce d'identité, notre pièce d'identité est scannée. Et donc, quand on scanne, parce qu'il y a j'ai pas ma pièce d'identité avec moi, mais il y a un code barre derrière. Et donc, mon adresse et mon nom apparaissent sur un petit écran et je dois signer. Et je m'engage sur l'honneur à respecter certaines règles et notamment je m'engage je jure que je suis bien à cette adresse et que c'est bien mon nom. Voilà. Donc, malgré la présence d'une pièce d'identité, donc on peut pas voter sans pièce d'identité en Floride. On scanne, donc il y a pas de, c'est dans un ordinateur, donc on enregistre. Après, on me donne un ticket, donc on me dit voilà, tu fais partie de tel bureau de vote. Alors on m'a donné des scantrons. J'ai rempli avec des bulles, tac tac tac. Ensuite, j'avais quelqu'un à côté de moi dans l'isoloir qui avait l'air d'avoir beaucoup de mal à prendre une décision. Moi, je savais parce que j'avais reçu déjà auparavant par courrier un bulletin de vote vierge qui m'a permis justement de faire ma présélection. D'ailleurs, ça a beaucoup aidé mon épouse et mon fils, donc ça a été assez utile. Enfin, cela étant dit, ils ont voté comme ils voulaient parce que bon, ils ont jeté mon papier avant même de rentrer dans l'isoloir. Bref, mais c'était assez drôle. C'était assez drôle. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. On met après quand on a rempli, on met le scantron dans un scanner et on a voté. Voilà. Et la dame qui a pris ça, qui m'a assisté dans cette opération, me dit vous êtes satisfait par votre choix? J'ai dit bah je vous dirai ça demain. Bon, évidemment, elle a rigolé et elle aussi. D'ailleurs, elle m'a dit oui, il faudra qu'on on espère. Bon, je me doute peut-être qu'elle a voté Trump aussi, mais bon, peu importe. Alors, le programme de Trump. Alors, il faut dire les choses au préalable. La visibilité et les explications du programme, cela a été très peu évoqué par les médias, sauf pour critiquer certaines mesures qui étaient considérées par les médias de gauche, pléonasme, comme populistes. Bon. D'ailleurs, si je veux élargir un peu les choses sur les médias, ils ont été très orientés et partisans, bien sûr au profit de Kamala Harris, c'est évident. D'ailleurs, la couverture positive pour Kamala était à peu près de 90%. Bon, c'est un grand classique. Mais bon, ça montre à quel point les manipulations du public, des électeurs, n'a pas marché cette fois-ci. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir. Alors, sa plateforme donc pour le commerce international. Alors, il va renforcer les droits de douane, notamment contre la Chine, et surtout pour les véhicules fabriqués en dehors des États-Unis. Et il veut taxer les entreprises qui délocalisent des emplois américains. Donc en fait, il veut faire du protectionnisme de l'industrie américaine. Ensuite, sa plateforme fiscale. Alors, il veut abolir l'IRS. L'IRS, c'est l'équivalent du fisc, que beaucoup de gens détestent d'ailleurs, et à juste titre. Et il veut aussi abolir l'impôt sur le revenu. Ou alors baisser massivement les impôts. Donc ça, évidemment, il y a probablement pas mal de gens qui ont voté pour ça aussi. Il veut baisser l'impôt des sociétés à 15%, ce qui serait vraiment, par rapport à ce que veut faire le gouvernement Barnier en France. Il veut pas imposer les pensions de retraite. Alors, la position des pensions de retraite aux États-Unis, c'est un peu complexe parce qu'en dessous d'un certain montant de pension, il n'y a pas d'impôt, et sinon c'est imposé au-dessus d'un certain montant, c'est par palier, mais il y a toujours un certain montant, par exemple 10 000 $ ou 15 000 $ par an, qui sont jamais imposés. Et après, bon. Donc là, plus rien. Et il veut aussi réviser les conventions fiscales bilatérales.
Alors ça, je sais pas dans quelle mesure il veut faire ça, mais ça va être intéressant pour pour les expatriés ou pour les binationaux ou les gens qui ont des biens dans un pays et dans un autre, et qui sont citoyens de deux pays par exemple, ou citoyens d'un pays et résidents permanents d'un autre. Enfin bon, bref. Bon, il a aussi parlé, et ça c'est intéressant, d'abolir la double imposition des citoyens américains. J'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer comment on appelle ça, la taxation par la nationalité. Voilà. Donc un Américain qui habite en Suisse, par exemple, va devoir déclarer ses revenus aux États-Unis alors qu'il n'est plus résident aux États-Unis. Mais parce qu'il est citoyen, il doit le faire. Donc ça, c'est une aberration. Et Trump a promis qu'il allait régler ce problème. Bon, on attend de voir. Hein. Plateforme sur l'immigration, donc il veut expulser les illégaux. Il veut faire des conditions renforcées d'immigration. Donc il va réformer la loi sur l'immigration. Légale, bien sûr. Et il va construire le mur à la frontière avec le Mexique. Bon, ça, on verra. Il a essayé il y a 4 ans et ça n'a pas été un grand succès. Alors ensuite, la plateforme de politique monétaire. Alors il veut réformer la Fed, peut-être l'abolir, on verra. Et il veut mettre une pression pour baisser les taux directeurs, parce que les taux directeurs, la baisse des taux directeurs, ça va relancer l'économie. J'en parlerai un peu plus tard. La plateforme des finances publiques. Alors il veut réduire les dépenses de l'État fédéral et il veut protéger donc la sécurité sociale. Alors bon, la Social Security aux États-Unis, c'est la retraite. Hein, c'est pas, il n'y a pas de couverture médicale comme en France. Ça c'est Medicare, et encore Medicare c'est pour les vieux, donc les plus de 65 ans, ou les handicapés, les invalides. Mais bon, mais ça aussi il veut protéger ces systèmes de protection sociale. Alors la politique étrangère. Alors il veut arrêter la guerre en Ukraine. Il veut arrêter le financement de Zelensky et les livraisons d'armes. Et il va probablement leur demander de payer maintenant. Alors je sais pas comment, mais ça va être assez intéressant de voir comment ça va se dérouler cette histoire. Bon, pour le Moyen-Orient, je ne sais pas. On parle de négociations, peut-être des accords d'Abraham numéro 2. Ça, on verra. Alors les relations avec le Mexique et le Canada, peut-être que ça va faire l'objet d'une renégociation. Déjà la présidente mexicaine qui est d'extrême gauche, elle a dit ouais, moi je veux de bonnes relations avec Trump. Trudeau a dit à peu près la même chose, donc ils s'attendent à quelque chose de très fort. Alors, avec l'Union européenne, ça va être une autre histoire parce que toutes les politiques économiques des États-Unis vont probablement, en tout cas à court terme, impacter l'Union européenne et les pays de l'Union européenne. Bon, donc il va falloir s'accrocher, il va falloir que les Français et les autres Européens se réveillent et se disent tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour se réveiller, voilà, et pour se botter un peu le derrière et améliorer l'environnement économique et fiscal pour faire de la croissance nous aussi. Bon, mais ça, c'est entre les mains des Européens, c'est pas entre les mains de Trump. Alors, que peut-il se passer entre le 5 novembre et le 20 janvier? Alors, je peux vous dire ce qui s'est déjà passé aujourd'hui, 7 novembre. La Fed a baissé les taux directeurs de 25 points de base, 0,25%. Et on prévoit qu'elle va les baisser à nouveau en décembre, aussi 0,25%. Donc ça, c'est pour soutenir l'économie, notamment parce que quand on baisse les taux, donc la bourse est extrêmement contente, et aussi les entreprises et les ménages peuvent s'endetter moins cher. Ça, c'est théorique, parce que en pratique, on a vu ça il y a quelque temps. Les marchés déterminent les taux d'intérêt maintenant, puisque les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers ont monté ces derniers temps. Donc attention, attention, attention. Pourquoi? Notamment parce que l'inflation reste élevée, elle est supérieure à 2%. Ah oui, quand on baisse les taux, on injecte plus d'argent dans le système, donc l'inflation augmente. C'est logique. Il y a aussi les prix des actifs restent élevés, surévalués. Donc là aussi, hein, même si on baisse les taux, peut-être que les prix des actifs restent trop élevés, donc les gens ne veulent pas investir dans l'immobilier pour l'instant. Donc on est un petit peu, c'est compliqué. On est dans une situation économique compliquée. Alors quelque chose qui m'a beaucoup étonné,
le lendemain des résultats, on a le ministère de la Justice qui annonce vouloir abandonner les poursuites judiciaires contre Trump. Bizarre. Parce qu'il n'est pas encore président assermenté, donc il est un citoyen normal, enfin presque normal, et donc il peut encore être traduit en justice et même jeté en prison. D'ailleurs, le procès à New York, à l'histoire de Stormy Daniels, la porn star à qui il avait donné un chèque pour qu'elle se taise, bon, ben le juge de New York qui a condamné Trump, alors aux États-Unis, là, un juge peut condamner sans exécuter la peine sans prononcer la peine de prison. Donc vous êtes condamné, vous êtes considéré comme coupable, mais on va pas prononcer la peine pour l'instant. C'est le juge qui prononce la peine, pas le jury. Bon, on va vous faire un cours de procédure civile ou pénale New York, mais bon, disons que c'est un peu compliqué. Mais disons que il a déjà reporté de 4 mois le prononcé de la peine, et là, il se demande s'il va pas carrément abandonner les poursuites. Bon, alors, mais je croyais que c'était très grave, que Trump était un horrible personnage. Bon, moi, je pense que ces procès étaient politiques, donc bidons, substantiellement et juridiquement bidons. Et ils ont utilisé ça comme une arme. Hein, c'est ce qu'on appelle la weaponization, c'est-à-dire utiliser quelque chose qui devrait être utilisé de façon intelligente et légale, hein, de façon illégale et politique. Bon, cela dit, tout est possible. Hein, je ne sais pas. Il a un procès en Géorgie, il a d'autres procès à New York. On verra. Mais c'est une hypothèse. Il peut être jeté en prison parce que bon, un président en exercice ne peut pas être poursuivi en justice. Donc c'est très 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 bizarre. Enfin bon, on suivra ça de près et je vous donnerai des mises à jour. Je me suis posé une question et je me suis dit mais tiens, après les résultats, pourquoi il n'y a pas eu d'émeutes? Où sont Black Lives Matter, Antifa, qui sont les bras armés du Parti démocrate? Pourquoi n'ont-ils pas fait d'émeutes ou de manifestations depuis le 5 novembre? Alors j'ai plusieurs hypothèses. D'abord, il doit y avoir une guerre entre les factions démocrates. Parce que bon, il y a des factions plus ou moins à gauche, pardon, avec des intérêts un peu différents, divergents même. Et il est possible qu'ils se rejettent la faute ou la responsabilité de la défaite l'une sur l'autre. D'ailleurs, on a entendu Bernie Sanders ou d'autres commentateurs d'extrême gauche blâmer les responsables du Parti démocrate. Bon, il paraît que Jill Biden, la femme de Joe Biden, aurait porté du rouge le lendemain de l'élection, le rouge étant la couleur du Parti républicain. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse, mais c'est possible. Alors, par contre, il est tout à fait possible, et même probable, qu'il y ait certains groupes démocrates qui réfléchissent à une réplique à la victoire de Trump. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune contestation des résultats, à l'heure où je vous parle, et il n'y a aucune émeute ou manifestation. Il y a juste des gens qui pleurent, quoi. Ce qui est drôle. Alors, en économie, alors, quelles pourraient être les répliques démocrates contre Trump? En économie, bon, les démocrates pourraient pourrir l'économie jusqu'au 20 janvier et lui laisser une situation difficile. Ça peut être, par exemple, dépenser beaucoup d'argent. Le gouvernement pourrait dépenser beaucoup d'argent ou signer des tonnes de contrats qui n'ont pas forcément une utilité et qui vont alourdir le budget, en tout cas les dépenses de l'État, ou embaucher plein de fonctionnaires, enfin bon, peu importe. Et il peut y avoir des émeutes, alors peut-être pas avec Antifa et BLM, ils ont rempli leur rôle en 2020, mais peut-être soit des groupes pro-palestiniens, hein, qui sont très actifs et assez violents, et très violents même, dans certains cas depuis le 7 octobre, ou des écolos, hein, ceux qui pensent que la Terre va être détruite dans 5 minutes, 5 ans ou je sais pas quand. Pourquoi? Parce que par exemple, ils pourraient prendre comme prétexte que Trump soutient l'industrie du pétrole et du gaz pour avoir une énergie pas chère. Hein. Comme dirait Charles Gave,
l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et ça, à mon avis, Trump, il a bien compris ce concept. Donc peut-être que ces deux groupes, j'en oublie bien sûr, sont sur les starting blocks. Il y a aussi des syndicats de gauche, par exemple des syndicats de profs, comme le syndicat euh, le responsable du syndicat de CUNY, c'est-à-dire de City University of New York, qui regroupe 20 000 personnes, qui dit qu'ils veulent faire des manifestations. Bon, on verra bien tout ça. Alors, il y a aussi d'autres tentatives. Il y a des tentatives d'assassinat sur Trump. Ça, c'est pas du tout à éliminer. Ils ont, si j'ose dire, ils ont essayé 2 fois, donc ils peuvent essayer à nouveau. Ils peuvent refuser de certifier les résultats électoraux. Et j'en avais parlé déjà. Kamala Harris, en tant que vice-présidente, certifie les élections. Elle pourrait refuser de le faire. Alors, ça pourrait faire un petit problème constitutionnel qui pourrait être peut-être vite réglé par la Cour suprême. Ça permettrait de clarifier, parce que la Constitution n'en parle pas vraiment clairement en cas de blocage. Mais on verra ça. Et il peut y avoir, là aussi j'étais étonné que ça n'ait pas eu lieu, des contestations judiciaires des résultats. Voilà, par exemple, peut-être pas forcément pour l'élection de Trump, mais peut-être pour les sénateurs républicains qui ont été élus, donc pour empêcher les républicains d'avoir une majorité, soit au Sénat, soit à la Chambre. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Alors, ma conclusion. Alors bon, il y a un grand soulagement d'avoir passé cette séquence électorale, parce que la tension était infernale, assez violent, notamment dans les mots. J'ai eu un dialogue avec une amie qui me disait que c'était assez violent. Elle avait raison, mais bon, la politique, hein, c'est pas quelque chose de très pacifique, c'est quelque chose qui peut être très violent, verbalement en tout cas, et seulement verbalement nous l'espérons. Alors, le résultat est conforme à nos souhaits et aux souhaits de la majorité des Américains. Donc ça, c'est très bien, ça s'appelle la démocratie. Trump n'est pas une menace pour la démocratie, au contraire, il a permis à la démocratie de s'exprimer pleinement. Il y a un risque, il y a au moins un risque que je peux identifier. Toutefois, Trump n'a pas su bien s'entourer lors de son premier mandat. Il était entouré de gens, des courtisans, des gens pas très intelligents, ou des gens qui se sont avérés être très 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 négatifs, qui l'ont débiné d'ailleurs par la suite. Alors j'espère que cette fois-ci, il fasse un meilleur choix et qu'il s'entoure de gens bien. Alors évidemment, j'ai parlé de Musk, de Kennedy, etc. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc j'attends avec impatience la publication des noms de ceux qui vont faire partie de son équipe de transition et de son cabinet. Alors dans le même style, bon, moi j'ai un mauvais souvenir de sa gestion du Covid, où il a fait confiance à des pourris comme Fauci qui ont imposé des mesures complètement stupides comme les 2 mètres de la distanciation, le masque, etc., qui n'ont servi à rien, ou le vaccin et qui ont empêché les gens de se soigner comme ils le souhaitaient avec les médicaments qu'on souhaite. Voilà, je donnerai pas de nom parce que YouTube est très bon à censurer les gens, mais bon, vous m'avez compris, il y a eu des fautes et des fautes énormes et une responsabilité de ces gens-là qui est absolument énorme. Trump est en partie responsable et malheureusement il n'a pas encore il a pas encore fait son mea culpa là-dessus. Alors j'en avais parlé déjà, mais je vais le répéter. La vision qu'ont les autres pays de Trump et des USA est complètement erronée et fantasmée. Euh, En fait, il répète les poncifs des agents du Parti démocrate, des journaleux, etc., dictateurs, nazis, euh, etc., alors qu'il est mandaté pour défendre les intérêts des USA et pas ceux de la France ou d'un quelconque autre pays. Donc, s'il a une politique qui fait du mal à la France, parce que déjà, comme dirait Marc Toiti, les mesures que Trump va prendre ne va pas enfoncer la France plus qu'elle ne l'est, puisque déjà elle est dans un état catastrophique. Ben, je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Bon, d'ailleurs, j'étais un peu déçu parce que même une franco-américaine comme Béatrice Rosen, qui est très bien, pense que Trump est vulgaire. Bon, moi je sais pas quelle est sa définition de la vulgarité, mais bon,
quand on voit Macron avec ses soirées à l'Élysée ou son attitude, son langage, etc. Bon, je parlerai pas du reste. Ben, si ça c'est pas vulgaire, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Donc un peu déçu par Béatrice Rosen. Alors ensuite, la couverture médiatique en France de Trump a été aussi très lamentable, peut-être même pire qu'aux États-Unis. Euh, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit si les experts que vous avez sont Laurent Saïm et d'autres qui en fait sont complètement payés par le Parti démocrate. Madame Laurent Saïm qui se plaignait dans un tweet de payer 10 dollars un café et un croissant aux amandes alors qu'elle était attablée à un café, alors que la plupart des New-Yorkais, comme moi je l'ai été, bah, dans la rue vous avez des kiosques avec des Pakistanais ou je sais pas quoi qui vous vendent un café à 1 dollar. À l'époque c'était 1 dollar. Ah, peut-être avec l'inflation c'est un peu plus cher maintenant. Et vous pouviez acheter un muffin ou un bagel ou un donut pour 1,50 $ ou 2 dollars, et vous mangez ça dans la rue, sur un banc ou en marchant vers votre lieu de travail, ce que je faisais moi aussi. Et ben voilà, c'est ce que font la plupart des New-Yorkais. Bon, donc il faut arrêter avec ce genre de choses. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas joué contre Madame Harris. En fait, ils se sont tirés une balle dans le pied les démocrates, c'est ça qui est drôle. Et puis une petite taquinerie pour vous, mes amis français. Ou croyez-vous que les Américains restent éveillés toute la nuit pour suivre les élections françaises? Ça, c'est ma question à vous. C'est une taquinerie un peu méchante, j'avoue, mais je pouvais pas m'en empêcher pour terminer ça. Alors, je vais terminer sur quelque chose qui est absolument extraordinaire. Je ferai pas, c'est une vidéo qui va faire suite à la mienne. Donc, restez branchés. C'est une vidéo qui dure à peu près 1 minute 30, enfin moins de 2 minutes en tout cas, et qui montre une dame d'un certain âge qui, euh, qui parle qui parle à quelqu'un d'autre de l'élection et qui dit qu'elle est certaine de gagner, qu'elle est certaine que Kamala ait gagné parce que c'est une experte en politique. Et vous allez voir le genre d'experte que c'est. Bon, je fais pas de commentaires sur le physique, même si on peut donner une tendance assez générale sur la laideur des femmes démocrates. Désolé, mais je peux pas m'en empêcher ça non plus. Et, euh, et donc vous verrez, c'est sous-titré. Alors c'est en anglais, c'est sous-titré en anglais, donc bah, si vous comprenez pas, tant pis. Mais c'est assez drôle et c'est extrêmement, comment je pourrais dire, c'est karma quoi, c'est le karma. Ça résume exactement les l'attitude des démocrates vis-à-vis des autres et leur arrogance et leur attitude méprisante vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens en général. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est, je crois, ma plus longue vidéo. J'en suis désolé, mais là, j'avais vraiment besoin d'en dire quelque chose de cette élection. Et encore, hein, je vous ai pas tout dit parce que sinon, j'aurais fait une soirée électorale comme les Américains savent le faire. Donc non, là, j'ai fait quelque chose d'un peu long, mais j'ai brossé les grandes lignes de cette élection. Je vous encourage à partager cette vidéo et à très bientôt. Okay, so we're closing in on almost 5 p.m. Eastern Time, and I've been tracking everything that's been going on across the country today. And my most important encounter was when I went out to get my champagne. I was talking to the guy in the store, of course, asking him, did he vote? And he said he did early voting, and he asked me if I early voted. And he asked me, why I was getting the champagne. And I said, because I'm going to be toasting Madam President tonight. And he just looked at me with kind of like a smirk on his face. And I said, she's going to win this, right? And he says, oh, well, it's very, very close. And I said, no, it's not. He says, well, what do you mean? I said, no, it's not. The women of America are making their voices heard. Reproductive rights is what it all comes down to. And the women are voting in numbers relative to men that are unbelievable. She's won this. And I said to him, she's going to take every one of the swing states plus Iowa.
And he said, oh, but the numbers are so close. I said, I'm a political analyst. I'm telling you right now, the numbers are there. She's taking this election. And then I said to him, you realize, and he didn't tell me who he voted for, but of course I knew. And I said, you do realize you wasted your vote, right? And I didn't care. And I walked out with my bottle of champagne and happily walked home. Bye-bye.